Bonjour, mon nom c'est Vic Chamberlain. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article de la conférence CVPR qui s'intitule A Lightweight Model for Active Speaker Detection. C'est par Joao Liao. Donc, cet article-là s'intéresse à la détection de locuteurs actifs. Ça, c'est-à-dire, on prend un flux audio et un flux vidéo pour déterminer qui est là ou les personnes qui parlent dans une scène. Par exemple, si un encadré vert dit que la personne parle, puis l'encadré rouge dit que la personne ne parle pas. Pourquoi c'est intéressant de regarder la détection de locuteurs? Ça peut être utilisé dans plusieurs choses, là, comme la segmentation audio. Lorsqu'on a un flux audio, on peut déterminer à quel moment telle personne parle. Aussi, on peut s'en servir pour le suivi de locuteurs dans une conférence Zoom, par exemple, où c'est que là, on veut que la caméra suive la personne qui parle dans la salle. Puis, on peut aussi s'en servir pour faire du montage vidéo. Les contributions principales de l'article, là, dans le fond, eux se sont rendus compte que les modèles de l'état de l'art, c'est des modèles qui sont très gros, qui demandent beaucoup de ressources computationnelles. Comme lui, là, ici, c'est le modèle CIPEL, là, qui, lui, est l'état de l'art présentement. Tandis que le modèle qu'il présente, eux, c'est le petit modèle qu'on voit ici, là. Puis ce qu'on voit, c'est il y a une grosse diminution du nombre de paramètres. Fait que la grosseur du cercle, on voit qu'elle est diminuée. Là. Fait qu'on passe de 1 million, de 22,5 millions de paramètres à 1 million. Fait une énorme réduction ici. Puis aussi une grande réduction des opérations en virgule flottante, fait qu'on était à peu près à 2,6 versus maintenant on est à 0,6 milliards. Là. Fait que c'est une bonne réduction. Puis les performances sont pratiquement équivalentes là, à 0,1% près. Puis pour atteindre ça, ils ont simplifié leur architecture, puis ils ont rendu leur architecture séparable en quelques blocs. Parlant de séparer les blocs, là, regardons maintenant la méthodologie. Donc, l'architecture est séparée avec un bloc d'extraction de caractéristiques visuelles, un bloc d'extraction de caractéristiques audio, puis en combinant ces deux informations-là, on les envoie vers notre détecteur qui détermine si la personne parle ou ne parle pas. C'est aussi important de mentionner qu'à comparant à d'autres modèles dans la littérature, ce modèle-là, il focus sur une seule personne à la fois, c'est-à-dire il n'aura pas d'informations là, provenant de plusieurs personnes qui pourraient nous dire, ah, ben cette personne me parle, donc celle-là, forcément, presque c'est sûr elle ne parle pas. Et c'est quand même un problème peut-être un petit peu plus difficile, mais ça demande peut-être un peu moins de calcul aussi. Ils ont aussi fait une modification sur leur fonction de perte qu'on va discuter, puis ils ont testé ça là, sur un dataset très connu. Donc, voici l'architecture, là, comme je vous en parlais, avec trois blocs. On va regarder chaque bloc individuellement. Commençons avec l'encodeur de caractéristiques visuelles. Ce qui est spécial de ce bloc-là, c'est qu'il vient utiliser des convolutions 2D et 1D au lieu d'utiliser une convolution 3D. Ça va énormément diminuer le nombre de paramètres nécessaires et le nombre de temps de calcul. Fait que c'est beaucoup plus efficace, puis les performances vont être pratiquement les mêmes ou si même c'est meilleur, ils ont prouvé. Donc, on envoie notre flux d'images, là, fait qu'on a plusieurs images avec un certain framerate qui sont envoyées vers notre réseau. Ça rentre dans le visual block ici, dans le bloc visuel, on voit chaque bloc visuel, c'est ça ici, là, les opérations qui se passent, les convolutions. Donc, premièrement, on vient envoyer une image qui, elle, on va faire une convolution, un kernel 3 et kernel 5 sur les deux branches. Puis, par la suite, après qu'on a fait nos convolutions, on vient faire une convolution 1D sur finalement là, pour extraire les caractéristiques temporelles. Puis, on vient combiner cette information-là à nouveau pour obtenir les caractéristiques finales qui sont les caractéristiques spatio-temporelles. Fait que ça, on va venir faire ça trois fois, puis on va faire un max pool entre chaque bloc visuel pour terminer avec un global max pool, puis ça va nous donner finalement nos features visuelles finales. C'est aussi important de mentionner qu'on fait une batch normalisation et une fonction d'activation relue entre chaque convolution. Parlons maintenant de l'encodeur de caractéristiques audio. Donc, c'est très semblable, là, le processus qui se passe ici. La seule grosse différence au début, je dirais, c'est on vient extraire le Mel Frequency Cepstral Coefficient. Ça, c'est beaucoup utilisé en audio. Dans le fond, on vient prendre la transformée de Fourier pour extraire les caractéristiques fréquentielles du signal audio. Puis, tout ça nous donne nos Cepstral Coefficient qu'on met ici sur l'axe des Y. Puis, après ça, on a le temps en axe des X. Puis c'est cette information-là qu'on envoie vers notre bloc audio. Le bloc audio, il agit un peu sensiblement la même chose, mais au lieu de faire une convolution 2D, là, on vient faire une convolution 1D sur les MFCCs.
Puis, on va faire après ça une convolution temporelle de 1D pour finalement extraire là, ben, les caractéristiques temporelles. Puis encore là, on avait une branche avec kernel 3 et kernel 5 qui sont regroupés à la fin pour avoir nos caractéristiques finales. Fait qu'on va avoir trois blocs audio. Encore là, on a du max pool, mais à la fin, à place de faire un global max pool, on vient faire un global average pool pour obtenir nos features audio finales. Donc, maintenant, on vient additionner les features visuelles et les features audio et on envoie ça à notre détecteur, là. Fait que c'est ça qu'on voit ici, là, les features visuelles, features audio. Ça devient finalement nos FAV, nos features audiovisuelles. Puis c'est avec ça qu'on envoie cette information-là vers nos blocs de Gated Recurrent Unit. Ça, ces blocs-là sont intéressants parce que c'est là qu'on vient vraiment là, chercher les interactions complexes entre les caractéristiques audio, visuelles et temporelles. Puis ça va nous, probablement là-dedans, là, on va venir encoder le mouvement des lèvres des gens qui fit avec l'audio. Fait que c'est vraiment ici là, que la complexité là, de toutes les interactions avec les différentes inputs vient se faire. Puis on envoie ça vers notre dernière couche, qui est la couche Fully Connected, qui, elle, va venir déterminer si la personne parle ou ne parle pas. La fonction de perte utilisée, dans le fond, c'est pour, elle vient se propager dans notre réseau, mais c'est un petit peu spécial, OK? Dans le fond, ce qu'ils se sont rendus compte, eux, c'est que seulement avec le flux vidéo, on pourrait identifier si la personne parle ou ne parle pas. Probablement juste comme avec le mouvement des lèvres, on peut un peu dire si la personne parle ou parle pas. Malgré que excusez, mais contrairement finalement à l'audio, qui lui ne peut pas identifier si quelqu'un parle ou ne parle pas. Parce que l'audio vient de la scène aussi, qu'il y a plusieurs personnes et on ne peut pas identifier si la personne parle ou pas. Donc, ils ont calculé leur perte un peu en prenant ça en compte. Fait que voyons ce qu'ils ont fait. Donc, premièrement, à la sortie du réseau, on obtient là, une probabilité là, qui est calculée avec la softmax avec température pour savoir si la personne parle ou ne parle pas. Là, c'est un chiffre de 0 à 1. Puis, avec ça, on peut venir calculer notre perte en venant la comparer là, à notre vérité terrain. Le G, c'est la vérité terrain. Puis, on vient calculer notre perte pour finalement les différentes branches. Puis, ce qu'on vient faire pour justement prendre en compte le fait que, oui, les caractéristiques audiovisuelles, c'est ça qui va vraiment nous aider à déterminer si la personne parle ou parle pas. Mais on vient aussi rajouter un certain paramètre ici, une certaine perte qui est calculée seulement sur les caractéristiques visuelles avec une pondération de 0,5 pour finalement là, venir aider là, à avoir une meilleure perte totale. Mais comme vous voyez, on ne vient pas ajouter la perte de la branche audio parce que cette branche-là ne nous permet pas, à elle tout seule, de déterminer si la personne ne parle ou ne parle pas. Donc, les résultats obtenus sur le dataset utilisé, c'est le AVA Active Speaker. Il est séparé là, en train, validation puis test. Puis ça nous permet de bien comparer là, les différents modèles. C'est basé sur 262 films de Hollywood, puis il y a 5,3 millions de visages qui sont étiquetés. Fait que les performances obtenues, comme je vous disais, on obtient 94,1% là, versus le state of the art, le state of the art qui, lui, est 94,2%. Donc, si on regarde par contre, il n'y a pas juste la comparaison du MAP, il y a aussi la comparaison un peu plus qualitative ou un peu des certains paramètres qui sont utilisés. Donc, nous, notre modèle là, qu'on parle, c'est le R method ici. On voit que c'est fait sur un seul candidat comparant aux autres très bons du state of the art. Fait que ça diminue énormément la complexité. Mais c'est un problème qui est peut-être un petit peu plus difficile, puis on est quand même capable d'obtenir des performances qui sont très élevées. Aussi, ce qui est intéressant, on ne fait pas de pre-training. On n'a pas utilisé un autre dataset pour ajuster nos poids pour commencer, commencer avec une bonne avance. Fait que ça, c'est un autre très bon avantage de cette méthode. C'est aussi une méthode qu'on dit qui est end-to-end. Ça veut dire qu'elle prend là, le flux vidéo, le flux audio directement, puis sans avoir besoin de aucune autre chose, puis on obtient une réponse à la fin. Par la suite, on a aussi, là, ça c'est vraiment le plus gros facteur, on vient vraiment là, réduire là, les paramètres, comme je vous disais, là, on passe à 1 million puis 0,6 flops. C'est une grosse diminution par rapport au state of the art. Donc, comme je disais,
On a une diminution drastique là, des demandes computationnelles, mais ça vient quand même avec un modèle qui finalement a des performances équivalentes. Puis ça, c'est à cause justement de son architecture qui a été capable de bien séparer en différentes parties, puis des convolutions utilisées là, qui sont des convolutions à plus basse dimension. Ça permet finalement là, de diminuer la demande computationnelle, mais de garder ces performances-là. Fait que ce genre de modèle-là, ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir être utilisé pour du temps réel. Puis ça va permettre justement là, d'utiliser ça aussi avec du hardware qui est beaucoup moins compliqué.